Bienvenue sur VoyageCast, le podcast qui parle de voyage. Et dans cet épisode, c'est avec Pierre que nous allons vous amener au soleil, en Martinique. Vous rêvez des plages magnifiques, vous rêvez d'aller visiter la forêt vierge, vous rêvez de manger de la bonne nourriture créole, c'est en Martinique qu'il faut aller. On a essayé de vous en faire une petite carte postale audio très sympathique. Allez-y, vraiment, moi ça m'a donné envie. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est une bonne alternative aux vacances d'hiver. De toute façon, ici, il fait froid, il n'y a pas de neige et en plus, ça coûte très cher. Donc, partez en Martinique. Cette année, c'est trop tard, mais l'année prochaine, pensez-y. Enfin bref, on va vous faire un petit tour de l'île. Merci à Pierre d'avoir participé et place à l'interview. J'ai connu un Africain martiniquais venu des Antilles. Mais s'il venait des Antilles, il est antillais, connard, pas africain. Si, il était africain, il s'appelait Joseph. Et alors, il y a les Antillais qui s'appellent Joseph? Je sais pas. Peut-être, oui. Tu vois que t'as envie de parler maintenant. Tu t'appelles comment? Joseph. Ben t'es africain alors. Non, antillais, connard. Ah ben c'est ça, comme l'autre Joseph, il était africain martiniquais, venu des Antilles. Tu me cherches ou quoi? Oh ben non, au contraire, j'aime bien les Africains. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan et j'accueille Pierre aujourd'hui. Salut Pierre. Oui, salut Jonathan. Alors tu nous viens de Belgique, de Racour, si je me trompe pas. C'est exact, oui, un petit village de la Wallonie. Ok, super. Alors ça fait plaisir parce que tu es le premier intervenant belge. C'est génial. Encore un pays qui vient sur VoyageCast. Alors on va parler de Martinique aujourd'hui. Alors tu as été en décembre, il me semble. Tout à fait, nous avons décidé d'aller passer la fête de Noël à la Martinique pour voir un petit peu si c'était fort différent de chez nous. Ah ben j'espère que tu as eu plus de soleil en tout cas, parce que chez nous c'était froid et sans neige en plus. Tout à fait, c'est pas difficile. Exactement. Tu as été une semaine, alors c'est assez court. Tu es arrivé, je suppose, à la capitale en avion ? Nous sommes arrivés donc à côté de Fort-de-France, en fait, à l'aéroport du Lamentin. Et ça ressemble à quoi quand tu arrives ? Alors pays chaud j'imagine, hein ? Oui, c'est la première impression lorsqu'on arrive là-bas, c'est la chaleur. On serait presque prêt à faire demi-tour et rentrer dans l'avion pour retrouver l'air conditionné, tellement que la chaleur nous prend, la chaleur, l'humidité. C'est assez impressionnant, quoi. C'est vraiment la chaleur tropicale à laquelle on n'est pas habitué. D'accord, alors je rassure tout de suite les auditeurs, tu n'as pas fait demi-tour, sans quoi on n'aurait pas grand-chose à raconter dans le podcast. Non, certainement pas. Tu as continué plus loin, et donc du coup tu as choisi, toi, d'aller sur une plage avec des pontons et des petites maisons, des bungalows, pas forcément d'aller dans un grand hôtel. Si j'ai compris, il n'y a pas tellement de gros hôtels, un peu comme on peut les voir dans certaines stations balnéaires. Non, tout à fait. Toute une partie de l'île, en fait, c'est principalement des locations chez l'habitant. Il existe quelques hôtels, quelques villages où il y a plus de centres hôteliers, mais on trouve énormément de petits bungalows et justement, ce qui était très intéressant et en plus pas très cher, quoi. D'accord, une ambiance un peu familiale aussi, je pense, sans avoir 200 personnes autour de soi, quoi. Oui, alors un accueil local également, hein, parce que ce sont en général des particuliers qui louent ces bungalows, donc on est toujours très bien accueillis. Premières impressions quand tu arrives, il fait nuit sauf erreur quand tu es arrivé, hein. Oui, tout à fait, je suis arrivé de nuit, oui. D'accord, et tu arrives au bord de la plage, il y a ces bungalows, alors pour ceux qui ont déjà vu un peu les Maldives commencer certains bungalows, moi ça m'a fait penser à ça, c'est un peu ça, hein, des pontons avec ces petites maisonnettes. Tout à fait, donc nous sommes arrivés, donc, comme tu l'as bien dit, de nuit. Il y avait d'abord 136 marches à descendre dans le noir avant d'arriver sur cette plage de sable noir, et en plus dans le noir. Et donc nous sommes arrivés et nous avons découvert en fait ces petits bungalows éparpillés sur la plage avec en arrière-plan en fait la villa du propriétaire qui nous a alors à ce moment-là accueillis et nous a montré notre bungalow où nous allions passer 5 jours. Alors je suppose que le décalage horaire aidant, t'as pas dû dormir beaucoup, au contraire être très fatigué le lendemain. Oui, avec le décalage, ce qui se passe, c'est que nous allions coucher très tôt et nous étions debout en fait très tôt également. Donc le soir à 8 heures, nous étions couchés et le matin, vers 5-6 heures du matin, nous étions levés. Ce qui était vraiment sympa, ça nous permettait de voir le lever du soleil et déjà d'aller nager, quoi. Première chose, je suppose, le matin, tu as été nager. Qu'est-ce qu'on peut y voir un peu dans les mers de la Martinique ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir en snorkeling ?
Oui, tout à fait. Ouais, ayant des problèmes d'oreille, je ne fais quasiment que du snorkeling. Et donc, c'est vraiment, vraiment sympa parce qu'il y a énormément de choses à voir. La faune sous-marine est vraiment chouette, plein de petits poissons de toutes les couleurs. Et ce qui était vraiment sympa sur la plage où nous étions, c'est qu'il y avait également des tortues. Pas toujours facile à trouver, mais avec un petit peu de persévérance, on finit par en dénicher une, quoi. Il n'y en a pas forcément sur toutes les plages, sur tous les endroits, je suppose, hein. Non, 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 pas du tout. Non, elles sont localisées apparemment, d'après les guides que j'ai pu voir, dans certains endroits on en trouve, mais pas partout, quoi. Ok, donc peut-être à voir un peu avant d'y aller, justement, si on avait envie de voir d'aller des tortues, de bien sélectionner les hôtels où on va. À part du snorkeling au bord de la plage, est-ce qu'il y a des activités à faire? Tu m'as parlé de planche à voile, il me semble. Oui, tout à fait, mais ça, ce n'était pas sur la plage où nous étions, mais de l'autre côté de l'île, donc sur la côte est, il y a vraiment une plage qui est située près de la ville du Vauclin. En fait, c'est la plage du Macabou, à la pointe Fola, en fait, qui est vraiment une plage qui est vraiment dédiée au sport nautique, que ce soit le catamaran, la planche à voile ou le kitesurf, en fait. D'ailleurs, là, on retrouve pas mal d'écoles de planche à voile, de kitesurf et également de catamaran, quoi. Alors, petit détail pour ceux qui nous écoutent, tu nous as dit qu'à Noël, visiblement, les écoles de voile étaient fermées, ce qui t'a pas permis de faire de la voile comme tu le voulais. Ça peut être intéressant pour sélectionner peut-être la période dans laquelle on va aller là-bas, non? Tout à fait, parce que moi j'avais déniché quelques plans en voile dans certaines petites villes et malheureusement quand j'ai voulu m'y rendre pour faire du catamaran principalement, c'était fermé. Excepté là à la plage du Vauclin où là il y avait quand même la possibilité de faire certaines choses, quoi. D'accord. Alors on va partager un peu le pays en deux et on va parler du sud en premier. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir au sud de la Martinique? Donc le sud de la Martinique est principalement composé de petits villages qui ont de magnifiques petites plages qui s'appellent des anses. Et également, on trouve une des plus grandes plages du sud de la Martinique qui est la plage des Salines en fait, qui est une plage vraiment le cliché carte postale avec les cocotiers en fait qui penchent vers la mer, qui est très prisée par les touristes, mais qui reste quand même, étant donné qu'elle est très très grande, facilement accessible, n'importe quelle période de l'année, comme. Alors justement, on en parlait un peu en off. Au niveau des plages, ça ressemble, tu m'as dit, pas forcément aux plages espagnoles en plein été où on a déjà plus de place pour mettre son linge. Il y a des gens, il y a des touristes, c'est un peu normal, hein, tant mieux pour eux d'ailleurs, mais c'est quand même encore viable, on va dire. Oui, et donc il y a ces plages cartes postales qu'on retrouve dans tous les guides touristiques de la région où évidemment il y a plus de monde, mais on peut dénicher en fait des petites anses où il y a quand même beaucoup moins de monde. Il y a par exemple, pas très loin des Salines, donc cette grande plage populaire, il y a également le Cap Chevalier où on trouve là des petites anses comme l'anse Michel, qui sont parfois un petit peu moins jolies du fait qu'il y a parfois plus d'algues ou entre guillemets les plages sont peut-être un peu moins entretenues, mais on peut se retrouver seul à ce moment-là sur une plage, quoi. Donc c'est très sympa également, quoi. Comment est-ce que tu as recueilli les informations qui t'ont permis un peu de visiter l'île avant en fait, de préparer le voyage? Principalement le guide du routard et alors Internet. C'est quand même pratique Internet, hein. Tout à fait, on trouve tout ce qu'on veut. Oui, on trouve du bon et du n'importe quoi, mais on trouve du très bon. Voilà. Et aussi pour la réservation des bungalows, moi c'est souvent comme ça que je pratique via Internet. Touchons du bois, jusque maintenant ça se passe bien, j'arrive toujours à trouver un logement correct et chez des gens très agréables, donc ça marche bien. Heureusement, pourvu que ça dure. Au niveau du sud, tu m'as parlé aussi des quelques villes et quelques villages que tu pouvais traverser aussi, parce que bien sûr, il n'y a pas que des touristes en Martinique, hein, il y a des gens qui y vivent vraiment. Comment est-ce que ça ressemble à un petit village, une petite ville martiniquaise? Principalement dans les petites villes, il y a toujours une église, un marché. Les marchés sont très très typiques où on trouve les fruits, toutes sortes de fruits tropicaux, ainsi que des légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Et ce qui est vraiment sympa, c'est à ce moment-là les grosses dames créoles qui sont en train d'attirer le client pour vendre des épices ou des alcools locaux. Et ça, c'est vraiment très typique, toujours sur un fond musical de musique créole. Et ça donne vraiment un cliché carte postale de la Martinique, mais c'est vraiment très très sympa. Super, ça sonne bien, ça me donne faim et ça me donne envie d'aller au chaud parce qu'il fait froid actuellement dehors. Au niveau des plages aussi, est-ce que tu en as certaines qui t'ont vraiment beaucoup plu? La plage des Salines, comme je disais tout à l'heure, est une grande plage qui est vraiment où on peut marcher pendant une demi-heure sur la plage et faire des longues balades le long de la plage, qui est vraiment sympa.
Et alors, évidemment, toutes les petites criques sont typiques, où on peut trouver des rochers, faire un petit peu d'escalade dans les rochers, aller dénicher des crabes, parce qu'il y a énormément de crabes en fait sur les côtes. On trouve des petits, des gros, enfin toutes sortes de crabes. Ça, c'est assez sympa à les voir. Et alors, un petit peu partout autour de la Martinique, il y a la possibilité de faire du snorkeling, quoi. Donc, chaque plage, chaque crique, on peut aller mettre la tête dans l'eau. L'eau est toujours super bonne. Donc, c'est une des grosses attractions, je veux dire, de la Martinique, c'est de pouvoir aller nager un peu partout. Tu as dit que tu n'avais pas fait de plongée, mais est-ce que tu as vu des centres de plongée? C'est possible de faire de la vraie plongée là-bas? Tout à fait, il y a des centres de plongée partout. Dans toutes les villes un petit peu touristiques, il y a la possibilité de faire de la plongée, ça oui. D'ailleurs, il existe un endroit pour les amateurs de plongée, c'est à Saint-Pierre, donc ça c'est dans le nord de la Martinique, sur la côte est. Saint-Pierre qui était l'ancienne capitale de la Martinique, qui a été ravagée en 1902 par l'éruption de la montagne Pelée, en fait, qui est le volcan situé dans le nord de la Martinique. Du coup, suite à cette éruption, énormément de bateaux ont été coulés et se retrouvent toujours au fond de la baie de Saint-Pierre. Et donc, pour les amateurs de plongée, en fait, il y a la possibilité d'aller visiter ces épaves qui sont là au fond de la mer. Ouais, la plongée en épave, alors à ce qui paraît c'est assez compliqué, surtout si tu veux rentrer dans les épaves, mais ça doit être vraiment magnifique. Il y a des images saisissantes en tout cas qui tournent sur internet, qui ont l'air hallucinantes. Je ne savais pas qu'il y avait ça en Martinique du coup. D'ailleurs tu as été à Saint-Pierre aussi visiter, tu m'as dit que ça t'avait pas franchement plu, ça c'est dans le nord alors, ça ressemble à quoi? Le nord, en fait, on y va surtout pour la forêt tropicale, qui elle est vraiment magnifique, avec ses fougères arborescentes, sa végétation luxuriante, cette ambiance de forêt, la possibilité d'y voir des cascades, de faire des balades en forêt. Il y avait la ville de Font-Saint-Denis, en fait, qui est classée comme un village fleuri. Et en effet, tout le long de la route, quand on traverse ce village, c'est plein de fleurs, c'est vraiment, vraiment agréable à voir. Mais sinon, le nord, au niveau des villages, est assez pauvre dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui veulent investir suite à la possibilité d'éruption du volcan. Et forêt tropicale, alors, est-ce que tu peux t'y promener? Est-ce qu'il y a des excursions qui sont organisées là-dedans? Oui, il y a pas mal de randos qui sont fléchés et qu'on peut faire par soi-même. Ou alors, il y a toujours la possibilité de trouver un guide qui peut nous accompagner en fait, pour faire des balades. Il existe par exemple une balade assez sympa à faire que je n'ai pas fait, mais qui est le canal Beauregard. Le canal Beauregard, en fait, c'est un canal qui a été creusé par les esclaves pour amener de l'eau dans la distillerie de Saint-Pierre. Donc cette balade doit faire une dizaine de kilomètres et se fait en fait sur le muret qui était construit tout au long de ce canal, un muret d'entre 30 et 40 cm. Et donc on marche sur ce muret. La seule chose, c'est à éviter aux gens qui sont sensibles du vertige parce qu'on passe en altitude et sur des vues vraiment plongeantes dans le vide, mais ça doit être assez sympa à faire. Tu m'as parlé, alors tu ne l'as pas fait non plus, mais de la montagne Pelée, le volcan qu'on peut aller, on peut grimper dessus aussi jusqu'à 1300 mètres. C'est bien ça, oui. Donc il y a des balades qui sont organisées, soit par soi-même, tout en faisant bien attention à la météo. Et aux conditions, parce que ça reste quand même une forêt et en plus de la montagne finalement. Alors on avait parlé un peu, il n'y a pas vraiment d'animaux dans la forêt vierge, parce que c'est vrai que quand on se dit se promener dans la forêt vierge, moi je m'imagine toujours des éléphants, des panthères, je ne sais pas quel animal dangereux. Visiblement il n'y en a pas tellement en Martinique. Non, à ce niveau-là, c'est très sécurisé. En fait, on peut vraiment se balader à la Martinique. La seule chose qu'on peut trouver, qu'on trouve d'ailleurs énormément, ce sont des moustiques, qui est également des insectes comme des papillons. Il y a aussi le plus petit oiseau du monde, qui est le colibri, on en voit pas mal. Sinon, c'est vrai que c'est assez pauvre au niveau animaux, gros animaux, je vais dire. C'est plutôt des insectes que l'on voit. Pas de safari en Martinique, donc. Voilà. Tu m'avais parlé de la forêt vierge en disant que tu avais été étonné par le bruit qu'il y avait dans la forêt vierge.
Alors, tu peux expliquer ça peut-être à ceux qui n'ont jamais été vraiment près d'une forêt chaude en fait. Oui, donc que ce soit la nuit ou la journée, c'est très 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 bruyant. Ce ne sont que des bruits d'insectes hein, finalement, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a toujours un bruit de fond qui s'intensifie avec la nuit tombante. Tandis qu'on arrive le soir, on n'a plus que ce bruit de fond d'insectes et c'est vraiment très très impressionnant. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours quand on est dans une forêt tropicale, c'est ce bruit de fond en permanence, quoi. Tu m'avais parlé d'une cascade aussi, qui était aussi du côté de la forêt vierge. Oui, tout à fait. Donc aussi du côté de ce fameux village fleuri de Font-Saint-Denis, il y a la cascade du Saut Gendarme, qui est une petite cascade facilement accessible en famille. Une cascade qui doit faire une bonne dizaine de mètres, une quinzaine de mètres, et qui est vraiment très sympa. On peut aussi également s'y baigner. Tu peux sauter la cascade aussi? Non, ça va pas. J'ai vu personne qui le faisait. Je sais pas si c'est faisable. Je sais pas au niveau profondeur. Je pense pas que ça doit être très très profond. Donc à mon avis, ça doit être à déconseiller. D'accord, ouais. On l'avait fait en Afrique et je trouvais ça très très drôle. Mais bon, du coup, il y avait des gens sur place qui le faisaient, donc on n'a pas fait ça. Oui, tout à fait. À pas tester en premier en tout cas. Ça peut être dangereux. Tu m'avais parlé aussi de Baleta. De Balata. Balata. En fait, Balata est un petit village en fait lorsqu'on quitte Fort-de-France pour prendre la route de la Trace. La route de la Trace étant la route qui mène justement vers la montagne Pelée et vers la forêt tropicale. Et au début de cette route, en fait, on croise le village de Balata où on retrouve en fait une église qui est la réplique en fait du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc une vraie église, mais pas aussi grande que Montmartre. Et à Balata, il y a également les jardins de Balata qui sont sympathiques à visiter. Donc, ce sont des jardins où on retrouve toutes les fleurs tropicales. C'est vraiment sympa à voir pour celui qui aime les fleurs et les beaux jardins. Jardin botanique, ouais. Moi j'aime assez visiter les jardins botaniques, on voit toujours des choses étonnantes, puis surtout quand on se balade dans la forêt vierge, je pense que c'est pas évident de voir toutes les fleurs qui existent, quoi. C'est pas... Alors, du coup, comme il y a pas mal de fleurs, il y a aussi beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons, c'est vrai que c'est sympa à aller voir, quoi. Tu as parlé aussi des petits bateaux, alors tu n'as pas pu en faire, mais on appelle ça des yoles en Martinique. Oui, donc c'est le bateau typique des pêcheurs, en fait, la yole. Ce qui est sympa avec ce bateau, c'est qu'il y a une balade qui part de Lens-Couleuvre. En fait, Lens-Couleuvre, c'est une plage qui se trouve à l'extrême nord-est de la Martinique. C'est une balade qui commence sur cette anse et qui dure environ pendant 20 km et qui nous amène à Grand-Rivière, qui est une des dernières villes de la Martinique qui se situe vraiment à l'extrême nord. Et alors on revient de cette balade en yole, donc ce petit bateau typique de pêcheur. Donc ça doit être assez sympa à faire. Est-ce que tu sais si tu peux pêcher là-bas? Oui, parce qu'il doit y avoir énormément de ports de pêcheurs. Et donc, à mon avis, voyant les gens très très sympathiques avec qui on peut dialoguer, je crois qu'il y a facilement moyen de pouvoir embarquer sur un petit bateau et d'accompagner un pêcheur, quoi. Ouais, ça peut être sympa justement pour apprendre à connaître les gens et puis changer un peu du circuit touristique normal, on va dire. Ça peut être sympa, ça. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec des pêcheurs parce que j'étais parti un matin vers 6h du matin pour aller chercher du pain sur la plage d'à côté parce que la plage où nous étions, en fait, où nous logions, il n'y avait pas de magasin, rien du tout et donc on voulait du pain. Et la propriétaire me dit, il y a le restaurant sur la plage d'à côté qui vend du pain, donc tu peux aller en chercher là-bas. Donc me voilà parti de bon matin à chercher mon pain. Et arrivé là-bas, la dame me dit, mais le pain, il n'est pas encore là, il arrive dans un quart d'heure. Ah ok, mais je vais attendre. J'ai attendu pendant 1h30 avant que le pain arrive. Et du coup, ça m'a permis de m'asseoir là sur la petite place du village et dialoguer avec les pêcheurs qui ne pêchaient pas en fait dans cette période-là. Donc je pense dans les périodes de fête, ils ne travaillent pas, mais bon, ils étaient là. Il y en avait certains qui étaient en train de réparer leur filet et ça permet de dialoguer avec les gens, de sympathiser. Et ils sont très ouverts, très sympathiques. Pas toujours facile à comprendre parce que beaucoup parlent le créole plutôt que le français. Quand ils mélangent un peu de français avec un peu de créole, on a parfois du mal à les suivre, mais ça reste assez sympathique et assez convivial malgré tout. Ouais, les gens très ouverts, ça doit être sympa, hein. C'est sympa aussi parce que ça parle français et du coup pour nous c'est très facile, contrairement quand on va dans un pays, même si on parle un peu anglais, il y a quand même beaucoup de choses qui ne passent pas dans la conversation, quoi. Oui, bien sûr. Tu m'avais parlé de la Caravelle aussi, qui est une presque île, si j'ai bien compris. Oui, donc les 3 derniers jours, nous avons passé dans un studio qui était situé à la pointe de la Caravelle. Donc la pointe de la Caravelle, c'est une presqu'île sur la côte ouest de la Martinique.
qui se prolonge en fait dans l'océan Atlantique. Et ce qui est sympa sur cette pointe de la Caravelle, en fait, ce sont un décor de forêt tropicale mélangé avec de la mangrove et également quelques petites criques au bord de la mer. Par contre, ce qui est vraiment typique à cette pointe, c'est que la mer est assez violente et du coup, il y a pas mal d'écoles de surf. Donc, on se retrouve un petit peu comme à la pointe Finistère en France et on peut y faire du surf. Et c'est une autre ambiance, je veux dire, de la Martinique. Ouais, se dit, ça va être un peu quand même plus chaud que le Finistère. Hein. Ah, tout à fait, oui, ça oui. Un peu plus agréable à surfer là-bas quand même. Ça, il n'y a pas de problème. Il fait toujours. Nous étions là en décembre, il faisait 34 degrés. Donc, 34 degrés, mais énormément de vent. Donc, finalement, une température très agréable. Tu as quand même pas mal voyagé quand tu étais là-bas pour dire que tu es resté une semaine. Tu as utilisé une voiture. Est-ce que c'est facile à louer? Est-ce que c'est facile à rouler là-bas? Oui, tout à fait. Donc, le gros avantage de la Martinique, la Martinique fait partie de la France. Donc, c'est vraiment comme si on louait une voiture en France. On arrive à l'aéroport. Il y a toutes les agences de location classiques. On retrouve également des agences de location plus locales qui sont parfois un petit peu moins chères. Et donc, on peut facilement louer une voiture. Et d'ailleurs, c'est conseillé parce que sans voiture, il n'y a pas grand-chose à faire en Martinique. Les bus ne sont pas très organisés, très, très précis au niveau de leurs horaires. Donc, je pense que la voiture, c'est quand même le moyen de locomotion idéal sur la Martinique. Petit inconvénient quand même, parce que c'est français, c'est pas mal pour ça, mais c'est français et donc il y a l'euro. Et j'ai été assez surpris par les prix dont tu m'as parlé en fait, qui sont quand même assez chers. Hein. Oui, malheureusement, la Martinique est assez chère. Il faut compter 20% de plus qu'en métropole. Et ça, principalement, dans les magasins traditionnels. Ce qui est intéressant, ce sont les produits locaux, évidemment. Donc, tout ce qui est fruits tropicaux reste intéressant. Le poisson est intéressant aussi. Par contre, tout ce qui est importé, évidemment, est affreusement cher, quoi. Le rhum doit être assez peu cher, on va dire aussi. Le rhum est intéressant, tout à fait. On peut acheter 1 litre de rhum pour 4-5 euros, quoi. Ouais, c'est pas mal. Bon, on se dit, il faut quand même boire un peu d'eau, hein, parce que sur une semaine, que du rhum, c'est un peu difficile quand même. D'ailleurs, en parlant d'eau et tout ça, est-ce que tu dois prendre des mesures spéciales, comme dans certains, par exemple en Maldives, on peut pas boire l'eau des Maldives, on est obligé d'acheter de l'eau minérale. Non, là, il n'y a pas de souci. L'eau du robinet est potable. Nous en avons bu, nous n'avons pas été malades. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ouais, l'air de rien, c'est un avantage. Hein. Ça fait un souci en moins, peut-être surtout quand on voyage avec des jeunes enfants. C'est pas mal du tout. Hein. Oui, tout à fait. On va parler un peu de la nourriture maintenant. Tu m'as parlé de quelques plats qui, moi, m'ont donné faim. Qu'est-ce que tu manges et où est-ce que tu manges en Martinique? Il y a plusieurs façons de manger. Soit on peut manger au bord de la route, donc à chaque gros rond-point, on trouve des petits vendeurs en fait ambulants qui ont leur petit barbecue et qui cuisent principalement du poulet. Ils font du poulet boucané. En fait, le poulet boucané, c'est un poulet qui est fumé. Et pour le fumer, ils utilisent des feuilles de bananier. Donc le poulet est enrobé avec des épices dans ces feuilles de bananier et est fumé en fait au-dessus du barbecue, et ce qui donne vraiment un très très bon goût au poulet. C'est vraiment délicieux. Et alors ils servent ça avec des légumes locaux comme l'igname, c'est une sorte de grosse racine qui remplace un petit peu la pomme de terre et sur laquelle on peut rajouter une petite sauce. Souvent assez épicé, une sauce créole à base de piment qui relève en fait le goût de l'igname qui à la base est assez fade. Ils font également une sorte de purée avec des Christophines que moi je trouve que c'est entre la pomme de terre et le potiron. Et ça se mange plutôt dans des restaurants? Mais ça, donc on en trouve sur le bord de la route où on peut, ils nous servent ça dans un petit plateau sur lequel on peut avoir des couverts, on peut manger ça dans sa voiture ou sur le bord de la route, ou le reprendre dans son appartement ou dans son bungalow. Également, ce qui est fort typique en Martinique, ce sont les restaurants plage. Donc sur les plages, on trouve des petits restaurants assez sympas qui justement ne sont pas trop chers,
où on mange également le poulet boucané, également le colombo de poulet. Donc le colombo de poulet, c'est un poulet en fait qui est cuit dans le colombo. Le colombo, en fait, c'est une sorte de mélange de curry, typiquement créole. Et ça, c'est très 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 bon également. On trouve beaucoup de poissons grillés qu'ils servent avec qu'ils appellent une sauce chien. Donc c'est une sauce mélangée avec des piments, des oignons, de l'ail et qui relève bien le goût du poisson. C'est très, très agréable à manger quand il fait chaud, quoi. Et alors, tu m'as dit que tu étais avec 2 femmes et donc que tu avais fait un peu de shopping. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut acheter d'intéressant en Martinique? Vraiment acheter en Martinique qui est très intéressant, si vous voulez ramener, c'est le rhum évidemment. Bon, il y a toutes les sortes de rhum possibles et imaginables. Par contre, au niveau vraiment artisanat local, oui, ils font des petits paniers en fait qui sont garnis avec les différentes épices que l'on peut trouver sur l'île. Ça c'est sympa aussi à ramener. Donc c'est un mélange de toutes les épices possibles et imaginables. Et alors ils font également toutes de sortes de, j'en reviens de nouveau au rhum, mais alors ils font des rhums qu'ils améliorent avec de la cannelle, avec du gingembre. Donc ça c'est assez typique dans des belles bouteilles. Ça c'est assez sympa aussi à ramener, quoi. Les confitures aussi, j'ai oublié de parler. Il y a pas mal de confitures de fruits tropicaux, des confitures de mangue, de goyave. Oui, enfin, c'est celles que j'ai retenues, mais il y en a encore d'autres. Et ça, c'est assez sympa aussi. Pas mal de bonnes petites confitures qu'on ne trouve pas forcément par chez nous, quoi. Alors, tu as parlé un peu avant des gens, alors tu nous les as dit très ouverts. Tu peux facilement discuter avec eux quand tu es au restaurant. Où il y a ce clivage quand même touristes et locaux? Non, les gens viennent assez facilement vers nous. Ils sont même contents parfois si on va dans des restaurants où il y a énormément, enfin, le patron par exemple est noir, parfois il y a moins de touristes, ils vivent parfois entre eux et alors ils sont contents quand il y a des blancs qui viennent chez eux. Ils disent ah chouette, voilà un blanc qui vient manger dans mon restaurant, on va vous le mettre à la fenêtre comme ça, il y a d'autres blancs qui viendront manger chez moi aussi et tout de suite ça rentre dans une certaine ambiance et c'est vraiment sympa et en général on est très très bien servi. Et moi, personnellement, je trouve que c'est dans ce genre de restaurant où on mange le mieux. Parce qu'il y a également pas mal de restaurants qui ont été ouverts par des Français et qui vraiment, eux, ont une cuisine beaucoup plus sophistiquée. Mais évidemment, les prix sont à la hauteur, évidemment, de ce qu'ils font aussi. Et c'est beaucoup plus cher, quoi, à ce moment-là. Et moins typique, je trouve, quoi. De toute façon, manger local, c'est quand même généralement moins cher et meilleur, on va dire. Enfin, je sais pas, je sais qu'en Afrique, je mangeais local aussi et c'était très bon. Enfin, tout à fait, oui, moi aussi. C'est un moyen de découvrir aussi, hein, la cuisine, c'est important dans la connaissance d'un pays. Oui, c'est clair, quoi. Et alors toi, tu as été une semaine. Alors c'est vrai que c'est assez court quand même, mais bon, on n'a pas forcément toujours le temps de partir 6 mois dans un pays. Est-ce que ça te donne quand même une bonne image du pays ou bien tu te dirais il faut quand même faire 2 semaines minimum? 2 semaines, en effet, serait plus sympa si on veut faire un peu de plage, un peu plus de randonnée dans la forêt, des choses comme ça. C'est vrai que 2 semaines serait plus confortable. Maintenant, l'île n'est pas très grande. Elle fait 63 km de long sur une trentaine de large. Donc, je veux dire, même si on n'a qu'une semaine, il y a moyen de faire le tour de l'île sans trop se presser, quoi. Presque dernière question. Les 3 endroits ou les 3 choses vraiment, si on va à Martinique, il faut les faire? Moi, je dirais la première chose, la plus impressionnante, c'est la forêt tropicale. Celui qui n'a jamais vu une forêt tropicale, il faut y aller. C'est vraiment, c'est très spectaculaire avec toute cette végétation, ces bruits, ce bruit de fond qui est toujours là dans la forêt, cette humidité. C'est vraiment une ambiance très très particulière. Donc ça, c'est pour moi la première chose. La deuxième chose, ce sont les plages, hein. Les plages du sud de la Martinique sont des plages de carte postale. Donc ça, il faut pas les louper et en profiter pour aller faire du snorkeling, aller se baigner. Et alors, pour un petit peu trancher avec tout ça, la pointe de la Caravelle qui est vraiment sympa, où on peut aussi faire de la balade, et également peut-être s'initier au surf. Moi, en tout cas, ça m'a donné bien envie, cette chaleur avec ce froid horrible qu'il y a dehors. C'est vraiment sympa. Le seul, on va dire, pour moi, défaut de la Martinique, selon ce qu'on a parlé, c'est quand même les prix, parce que c'est vrai que si tu dis que on a parlé un peu du prix de la nourriture avant, c'est quand même relativement cher, et finalement, partir aux Maldives coûte étrangement moins cher souvent qu'aller en Martinique, et c'est un peu dommage. Même si c'est vrai qu'aux Maldives, on a quand même
moins de connexion avec la population et puis moins la possibilité de se déplacer entre les îles, à moins d'avoir un budget conséquent. Là, on peut se déplacer entre les îles, mais sinon pas. Mais par contre, une chose qui je trouve quand même intéressante, c'est le prix du logement. Où malgré tout, on peut se trouver un petit bungalow bien sympa pour pas trop cher, quoi. Ça, je trouve que par rapport à d'autres endroits, ça reste très très abordable, quoi. Et de plus, maintenant, il y a des compagnies low cost qui permettent également de voler vers la Martinique ou vers la Guadeloupe en partant de Paris. Donc, je crois qu'il y a quand même moyen de se faire des petites vacances en Martinique pour pas trop cher, malgré que la vie est quand même chère là-bas. Mais je crois qu'il y a moyen en se débrouillant d'y aller pour pas trop cher. Ouais, ben, je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans ces vacances de Noël, un peu, ils partent au ski. Et souvent, enfin nous en tout cas en Suisse, c'est ce qu'on voit ces dernières années. À Noël, il n'y a pas de neige, il y a énormément de monde dans les stations, et les stations pour le coup, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs encore. Hein. Ça c'est pas 20%, c'est pas être le double voire le triple du prix. Donc en fait, des fois partir en Martinique, ben ça coûte moins cher qu'aller à la neige, quoi. Enfin je sais pas, toi, t'as sûrement pu comparer les budgets. C'est clair que comparé au resto à la montagne, c'est certainement pas plus cher, ça c'est certain. Bon, maintenant il faut compter le billet d'avion, le logement est moins cher qu'à la montagne. Donc moi je trouve que c'est un bon plan pour quelqu'un qui veut aller en vacances sur une île qui est très 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 abordable. Je veux dire abordable dans le sens où on se croirait vraiment en France ou dans n'importe quelle ville ou quel pays d'Europe où on peut se balader très très librement sans contrainte. C'est pas trop loin, enfin il y a 8 heures de vol, mais avec la chaleur et le soleil garantis. Moi, je trouve que c'est un bon plan si on veut passer l'hiver au soleil. Eh bien super, alors vous le saurez, vous l'aurez appris sur VoyageCast, l'année prochaine on part tous en Martinique. Voilà, bienvenue là-bas. Excellent. Alors merci beaucoup d'être passé sur VoyageCast. Tu vas peut-être repasser chez nous parce que tu as des projets un peu de voile, tu as des projets de partir en Malaisie, ça va se faire cette année encore, j'espère pour toi. C'est vraiment génial d'avoir des voyageurs comme ça qui viennent partager leurs petites émotions sur VoyageCast, ça fait plaisir et moi ça me fait voyager chaque fois, c'est génial. Ben, merci à toi aussi de permettre à d'autres de partager justement les voyages que l'on a fait. Eh ben, c'est un vrai plaisir. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche et un bon lundi qui est le pire jour de la semaine, tout le monde le sait. Et oui. Salut chez toi et salut à la Belgique. Merci Jonathan, à bientôt. Vous vouliez l'arrêter? Ouais. Il m'a emmerdé ce salaud. Mais, la semaine qui a précédé votre arrivée, j'ai arrêté 2 agents immobiliers véreux et un gars qui avait l'habitude de battre ses gamins à mort. Alors si un magicien a envie de piquer des toiles barbouillées de peinture, qui n'ont d'importance que pour quelques riches crétins qui bossent pas, j'en ai rien à cirer. Vous êtes un homme bien. Et encore merci à Pierre pour cette interview très sympathique. Je le remercie vraiment et on a vraiment une très bonne discussion ensemble après. Il va partir bientôt faire d'autres voyages et sans nul doute vous aurez l'occasion de le réécouter sur d'autres destinations. Pour tous ceux qui aimeraient aussi passer sur VoyageCast, profitez d'ailleurs, c'est vraiment très sympa. On s'amuse bien, on discute souvent beaucoup, très très longtemps. Vous verrez les prochains invités. On a fait des émissions assez longues et on a parlé encore plus. Et c'est ça qui est génial finalement avec les voyageurs. On a toujours l'occasion de partager sur notre vision du voyage, de partager sur les destinations qu'on a vues, sur celles qu'on veut voir. Bref, c'est génial. Pour ceux qui s'intéressent aux extraits audio qu'il y a eu dans l'épisode, eh bien le premier était du film Tais-toi avec Gérard Depardieu qui est en train de parler là justement. C'est un film très sympa qui est parmi les bonnes années de Gérard Depardieu quand il nous faisait encore rire plutôt que de voyager. Je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais bref, c'est un film vraiment très sympa, on passe un bon moment et on rigole beaucoup avec Jean Reno qui est aussi très très bon, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Le deuxième film dont on parle, c'est l'affaire Thomas Crown. Alors vous allez me dire pourquoi un film avec Pierce Brosnan, qui se passe, sauf erreur, à New York, se retrouve dans VoyageCast sur la Martinique ? Eh bien parce qu'ils vont en Martinique. Alors certes, ils y restent peu longtemps dans le film, c'est représenté 2 jours en une dizaine de minutes, mais il y a quelques bonnes petites prises de vue qui sont faites. Et puis surtout, on voit la Martinique, j'ai envie de dire, sans le côté touristique au plus haut point qui est un peu des fois bizarre, et sans le côté non plus pleureur,
des fois qu'on peut voir dans certains reportages. C'est pour moi une jolie façon de montrer la Martinique. Entre autres, c'est aussi un film très sympathique que j'avais pas vu et puis que j'ai retrouvé grâce à IMBD, vous savez, ce site internet qui permet de savoir où les films ont été tournés. C'est un outil absolument fabuleux que j'utilise pour VoyageCast. Bref, regardez ce film, c'est l'affaire Thomas Crown avec Pierce Brosnan. Vraiment un bon film. Bon, assez parlé de cinéma, on va parler de ce qui va se passer prochainement sur VoyageCast. Alors, les prochains numéros ont tous été déjà enregistrés. C'est fabuleux, n'est-ce pas? J'ai eu un grand nombre de personnes qui sont venues, et le prochain est une star du web, on peut presque le dire, puisqu'il fait partie du podcast Yata. Il s'agit de Misaki, qui est vraiment très très gentil, et qui nous a parlé pendant plus d'1h50 du Japon. Le prochain épisode sera le Japon du style classique, ce que nos parents pourraient aller visiter, on va dire. Et puis le prochain épisode qui paraîtra dans plusieurs mois, je suppose, parlera de l'aspect geek et vraiment high-tech et bizarre du Japon. Ça va être un autre épisode super, celui-là on l'a pas encore enregistré. Et puis après l'épisode du Japon, puisqu'il faut faire du teasing un peu pour vous pousser à continuer à écouter VoyageCast, on parlera d'un sujet très spécial, assez profond dans le voyage, qui est assez peu évoqué, qui est celui du voyage responsable, du voyage écolo. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment on est obligé de dépenser de l'argent pour ça? Eh bien pour ça, j'ai eu un journaliste qui travaille maintenant au Mexique pour des associations, qui vient du site Voyageurs du Net que vous connaissez déjà peut-être. On a parlé aussi assez longuement de ce sujet. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment profond. Et sur ce sujet-là, j'attends vraiment vos réactions parce que j'aimerais savoir si on a fait qu'effleurer juste le sujet ou si on a été assez profond ou si ça mérite d'y revenir. Et ça, c'est certainement le cas. Et puis après cet épisode, pour vous montrer que on travaille quand même, il y a un autre épisode qui va sortir sur l'Australie, celui-là, qui a déjà été enregistré aussi, avec Cédric, qui vient du site Australie Australia. On a parlé d'Australie, on en a rêvé ensemble. Ah, j'ai envie de partir. Mais bon, je suis ici, en Suisse, encore pour quelque temps. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir, qui sont déjà enregistrés et qui ont des sujets très intéressants. J'en profite pour saluer quelques amis voyageurs qui m'écoutent, je le sais, mes amis canadiens notamment, qui sont vraiment gentils, qui m'envoient souvent beaucoup d'infos sur le Canada, c'est génial de parler avec eux. Je salue aussi l'auditeur qui m'écoute depuis l'Australie dans son usine. Merci à toi, c'était vraiment sympa, ton mail m'a fait plaisir. Et puis vraiment avec plaisir, on fera ce podcast ensemble. Il n'y a aucun doute que tu as beaucoup de choses à raconter. Merci aussi à nos amis du Liban qui nous écoutent. Alors j'ai pas mal de connexions par là-bas. Je sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, merci d'écouter VoyageCast, c'est vraiment génial. Je profite d'une dernière minute pour faire un petit plug, comme on appelle, c'est-à-dire vous introduire un nouveau podcast qui s'appelle Podcast Science, qui est un podcast suisse. Et puis, pourquoi vous en parler? Eh bien, parce qu'ils ont parlé de VoyageCast dans un de leurs derniers numéros, et puis aussi parce que c'est un podcast que je suis depuis le début. Ils ont 160 numéros. De plus d'1 heure, vous imaginez? Des cours de sciences donnés par des passionnés, c'est hyper intéressant. Les derniers épisodes qui sont sortis sont sur les mesures et croyez-moi, vous ne pensez pas que l'histoire du maître est si intéressante que ça. Et puis, entre autres, ce sont des gens très très sympathiques qui font un boulot extraordinaire. Pour vous dire, je passe quand même, on va dire 7 à 8 heures à faire un numéro de VoyageCast, eh bien eux passent plus de 40 heures à travailler leur dossier pour en faire quelque chose de précis, d'intelligent et de bien présenté. Tout ça pour vous dire, allez écouter Podcast Science. Si vous tapez sur Google Podcast Science, vous arrivez directement sur eux. Sinon, sur VoyageCast, vous trouverez aussi un lien vers leur site. Vraiment, faites l'effort. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment l'habitude du podcast, mais vraiment, ça vaut la peine d'écouter. Et en plus de ça, vous sortez plus intelligent après l'avoir écouté. Alors que demander de plus? De la culture bien dite et gratuite, c'est Podcast Science. Vraiment, écoutez-les. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On se dit à la prochaine avec Misaki pour le Japon. Et entre deux,